Je pensais que j'étais sur le point de vivre le fantasme ultime, jusqu'à ce que l'une d'elles attrape un club de golf et s'avance vers moi sans un mot. Je collectionne les listes de courses perdues par des inconnus, et j'imagine leur vie. À chaque fois que je trouve une liste abandonnée dans un supermarché ou sur le parking d'un magasin, je la ramasse discrètement. Je les garde toutes dans une petite boîte chez moi. J'en ai des dizaines maintenant. Certaines sont écrites à la va-vite sur des tickets de caisse, d'autres soigneusement notées sur du papier quadrillé. Il y a des fautes, des ratures, parfois même des petits dessins dans la marge. Et moi, je les lis. Encore et encore. Ce que j'aime, ce n'est pas juste le contenu. C'est tout ce que ça raconte sans le dire. Qui est la personne qui a acheté cornichons, nourriture pour chat et bougies d'anniversaire lors d'un même passage en magasin? Quel genre de journée elle vivait? Est-ce qu'elle préparait une fête? Est-ce qu'elle vit seule avec un vieux chat grincheux? Ou est-ce que c'est une maman débordée qui a oublié les bougies au dernier moment? Parfois, je m'invente tout un scénario autour d'eux. Une petite fiction improvisée, une vie entière devinée à partir de quelques mots griffonnés. J'ai un carnet où j'écris parfois ces histoires. L'un d'eux parle d'un homme veuf qui achète toujours 2 yaourts nature alors qu'il vit seul, simplement parce qu'il ne peut pas se résoudre à changer ses habitudes. Une autre fois, j'ai imaginé une adolescente préparant un dîner surprise pour sa mère, avec des ingrédients improbables notés en phonétique. Je n'en ai jamais parlé à personne. J'ai peur que ça paraisse bizarre. Presque malsain. Comme une forme discrète d'intrusion dans l'intimité de parfaits inconnus. Pourtant, ce ne sont que des morceaux de papier jetés, abandonnés, oubliés. Rien de grave, en soi. Mais il y a quelque chose dans ces listes, leur banalité, qui me touche profondément. C'est comme si, à travers elles, on apercevait de vrais fragments de vie, non filtrés, sincères. J'ai 30 ans, je vis en Allemagne, je travaille de nuit dans un casino pour 12,90 € de l'heure. Chaque nuit, je vois des joueurs compulsifs se détruire, ce qui est particulièrement cruel parce que mon père était lui-même un joueur compulsif qui a détruit financièrement notre famille. Voici ce que j'ai fait. Sur une année, j'ai envoyé plus de 1 000 € à une femme dans un pays étranger avec qui j'étais en couple. Ça représente plus de 77 heures à servir des boissons à des joueurs compulsifs. 77 heures de ma vie converties en argent et envoyées à l'autre bout du monde. Je mangeais des pâtes tous les jours, stressé pour le loyer, je n'avais aucun fonds d'urgence, et pourtant je continuais à envoyer de l'argent chaque fois qu'elle avait une crise. Sa famille avait besoin d'aide, elle ne pouvait pas payer certaines choses, les urgences s'enchaînaient. Je continuais à envoyer de l'argent en pensant pouvoir la sauver d'une situation impossible. L'ironie cruelle, je déteste mon travail au casino parce que je vois les gens se ruiner par le jeu. Mais moi, en fait, je jouais aussi, je pariais que de l'argent pourrait résoudre ses problèmes structurels dans son pays. Je répétais littéralement le schéma de mon père. Lui jouait l'argent de la famille en espérant le gros coup. Moi, j'envoyais de l'argent en espérant la sauver. Nous avons tous les deux détruit notre stabilité financière pour des rêves impossibles. Le schéma était toujours le même. Une crise survient. Elle demande de l'aide. J'envoie de l'argent que je ne peux pas me permettre. Le problème est temporairement repoussé mais non résolu. Une nouvelle crise apparaît. Et ça recommence. Elle disait toujours qu'elle me rembourserait quand elle trouverait du travail. Mais dans son pays, les opportunités d'emploi pour les femmes sont très limitées. Sa famille contrôle ses finances de toute façon. Cet argent n'est jamais revenu. La semaine dernière, sa mère a trouvé 140 € que j'avais envoyés et les a pris. Sa situation est encore pire maintenant et moi, je suis plus de 1 000 € plus pauvre. Elle est toujours en crise, toujours piégée, toujours incapable de travailler. Tout cet argent n'a rien changé, si ce n'est que je suis ruiné. Le pire, c'est que je savais que c'était stupide pendant que je le faisais. Je pouvais analyser la situation parfaitement, mais je n'arrivais pas à m'arrêter de répéter la même erreur.
J'ai un complexe de sauveur lié à un traumatisme d'enfance, mais même en le sachant, je ne pouvais pas m'empêcher d'agir ainsi. Aujourd'hui, je me regarde, 30 ans, j'ai envoyé plus de 1000 € à l'étranger en mangeant des pâtes, j'ai répété les schémas destructeurs de mon père en étant pleinement conscient de ce que je faisais, et je ne peux pas vivre avec l'idée d'être quelqu'un dont le jugement est aussi catastrophiquement mauvais. Je ne peux plus faire confiance à mes propres décisions. Si je peux me tromper autant sur quelque chose d'aussi évident, comment pourrais-je me faire confiance sur quoi que ce soit d'important? L'argent est parti pour de bon. Mais pire que de perdre l'argent, c'est de découvrir que je suis ce genre de personne capable de prendre des décisions aussi stupides. Je ne sais pas ce que j'attends en écrivant ça. Peut-être juste admettre à quel point j'ai été con. Peut-être prévenir les autres pour qu'ils ne tombent pas dans le même piège. Ne tentez pas de sauver les gens par des transferts d'argent. Ne répétez pas les schémas de vos parents. Ne faites pas confiance à votre jugement quand vous êtes émotionnellement fragile. J'ai appris à la dure que l'intelligence ne protège pas contre la stupidité catastrophique quand les bons boutons psychologiques sont activés. Pour moi, il est temps de trouver un arbre pour enfin mettre fin à ma vie pathétique. J'ai été l'un des hommes à participer au défi des 1000 hommes de Bonnie Blue. Comme je le disais, elle choisissait des gars au hasard dans le club où je traînais. Ce soir-là, j'étais dans un état d'excitation extrême, presque incontrôlable. C'était comme si une voix dans ma tête me poussait à dire oui à tout, à ne pas réfléchir, à profiter du moment sans me poser de questions. Alors quand elle m'a proposé de faire partie de ce défi, je me suis juste dit, pourquoi pas? Après tout, à mes yeux, un corps reste un corps. Quand je suis devenu son 765e partenaire, au moment précis où ça s'est fait, j'ai eu une sensation étrange. C'était comme pénétrer dans un vide, un espace sans relief, sans chaleur, sans connexion. Il n'y avait rien autour, rien qui me retienne ou m'accroche. C'était un vide absolu. Ça m'a donné cette impression d'isolement, malgré la foule, malgré la fête. Comme si physiquement, j'étais là, mais émotionnellement, j'étais absent. Une sorte de détachement complet. Curieusement, je n'éprouve pas de regret. Pas de honte, pas de culpabilité. Juste une neutralité étrange. Comme si cette expérience était une étape, un jalon qui ne m'a ni blessé ni changé profondément. En y repensant, je me rends compte que ce vide que j'ai ressenti est peut-être plus révélateur que je ne le pensais. Il symbolise ce besoin que j'avais à ce moment-là de me sentir vivant, même si ce n'était que pour un instant fugace, même si c'était dans un échange sans émotion. Je me demande parfois si ce genre d'expériences extrêmes sont une manière de combler un vide intérieur autrement invisible, une façon maladroite de chercher une forme de connexion ou de reconnaissance. Je sais que je pourrais refaire ça, et peut-être que je le ferai. Parce que, malgré tout, c'est aussi une manière pour moi d'affirmer ma liberté, ma capacité à choisir ce que je veux, sans me laisser freiner par des jugements ou des attentes. Je ne bois pas souvent, seulement en soirée ou lors d'occasions sociales, mais ce soir-là, je me suis retrouvé dans un bar du coin avec quelques amis. Ce que j'ai découvert, c'est que leur tolérance à l'alcool était largement supérieure à la mienne. Au début, tout allait bien, je buvais doucement, je me sentais juste un peu plus détendu que d'habitude. Mais au fil des verres, les choses ont commencé à tourner. Littéralement. Je me suis senti étourdi, puis franchement nauséeux. Mon meilleur ami, qui a vite vu que ça n'allait pas, a appelé un taxi pour qu'on rentre. Une fois à l'intérieur de la voiture, entre l'effet de l'alcool et mon mal des transports habituels, j'ai fini par vomir à l'arrière du véhicule. J'étais complètement mortifié. Je n'avais jamais été aussi ivre de toute ma vie, et me retrouver dans cette situation me semblait irréel. Le chauffeur s'est arrêté immédiatement sur le bas-côté. Je suis sorti en courant et j'ai vomi de nouveau sur le trottoir. Le froid de la nuit m'a frappé de plein fouet, me ramenant un peu à la réalité. J'étais honteux, perdu, et incapable de croiser le regard de qui que ce soit. Je ne voulais pas être cette personne. Celle qu'on regarde avec dégoût, celle dont on se moque ensuite en racontant l'anecdote.
Et pourtant, c'était moi. J'ai laissé un pourboire très généreux, presque tout ce que j'avais sur moi. Mon ami est resté avec le chauffeur pour l'aider à nettoyer, pendant que je m'asseyais sur le trottoir, la tête entre les mains, le cœur encore battant à toute vitesse. Ce geste m'a touché. Il n'a pas crié, ne m'a pas jugé. Il m'a juste dit que ça restait entre nous, qu'il n'en parlerait à personne. Et je le crois. Il y a quelques années, j'organisais une grande vente de succession. C'était un de ces moments où l'on vide une maison entière, pleine de souvenirs, de meubles, de bibelots, de choses précieuses ou simplement sentimentales. Les gens défilaient toute la journée, certains curieux, d'autres avides de bonnes affaires. Au milieu de cette agitation, j'ai repéré une femme qui avait un comportement étrange. Elle prenait des objets sur les tables, les glissait dans son sac sans un mot, comme si tout lui appartenait déjà. Je me suis approché d'elle et je lui ai demandé d'arrêter immédiatement. Elle m'a regardé sans réelle gêne, comme si c'était moi l'intrus. Quand elle est partie, elle a emporté encore quelques petits objets qu'elle n'avait clairement pas payés. Ce n'étaient pas des choses très chères, rien de vital. Juste des bricoles. Elle m'a envoyé 17,50 € par virement sur Venmo, comme pour solder ce qu'elle n'avait pas volé. J'étais juste soulagé qu'elle s'en aille. Quelques jours plus tard, en vérifiant mon solde Venmo, j'ai eu un choc. Elle s'était trompée. Au lieu de m'envoyer 17,50 €, elle m'avait transféré 1750 €. 1750 € pour des trucs sans valeur. Peu après, elle m'a écrit pour me demander de lui renvoyer la différence. Mais je ne l'ai pas fait. Sur le moment, je ne vais pas mentir, j'ai ressenti une sorte de satisfaction amère. Comme si la vie avait trouvé une manière subtile et ironique de rétablir un certain équilibre. Elle avait voulu voler, et au final, c'était elle qui s'était fait avoir. C'était mesquin, peut-être, mais je l'ai pris comme un retour de bâton mérité. Une sorte de justice tordue que le destin avait livrée en silence. J'ai été enfant de chœur dans l'église catholique de mon quartier pendant presque 10 ans. Je devais avoir autour de 8 ou 9 ans quand j'ai commencé. C'était un truc qu'on faisait dans la famille, une sorte de tradition à laquelle je me suis plié sans trop me poser de questions. Au début, ça me paraissait spécial, important même. Porteur la robe blanche, sonner la clochette, aider le prêtre pendant la messe. C'était un rôle que je prenais au sérieux. Mais vers 12 ans, j'ai commencé à changer. J'avais découvert l'herbe, et je m'étais mis à en fumer régulièrement. Pas juste une fois pour tester. Non, vraiment régulièrement. Et forcément, il fallait trouver un moyen de financer cette nouvelle habitude. J'ai alors eu une idée qui, à ce moment-là, m'a paru brillante. Pendant la messe, quand on faisait la tournée des paniers pour la collecte, je prenais 40 € chaque semaine. Pile 40. Ni plus ni moins. Juste assez pour m'acheter une demi-once et tenir jusqu'à la semaine suivante. C'est devenu une routine. L'église est immense, les gens donnent beaucoup, et personne ne remarque qu'il manque quelques billets dans la pile. Pour moi, c'était devenu une évidence, l'église nageait dans l'argent, elle ne verrait jamais passer mes petits retraits hebdomadaires. C'était comme si j'avais ouvert un compte courant dans la banque du Seigneur, version cannabis. Je ne ressens pas vraiment de remords. Je ne me dis pas que j'ai fait quelque chose de noble, mais je ne suis pas rongé par la culpabilité non plus. Ça s'est passé comme ça. Et honnêtement, j'ai eu de la bonne herbe grâce à ça. Certains vont sûrement juger, mais je pense qu'il faut aussi reconnaître une chose, l'église a les poches bien pleines. 40 €, c'est le prix d'un silence dans un système qui, lui, a bien souvent fermé les yeux sur bien pire. Et puis pour être franc, j'ai même eu une pensée un peu absurde à un moment. J'ai failli plaisanter sur l'idée de poursuivre l'église. Après 10 ans à servir à l'hôtel, je n'ai jamais été harcelé ou quoi que ce soit. Je me suis demandé si, quelque part, il n'y avait pas un peu de discrimination dans l'air. Bien sûr, c'était une blague, mais elle m'a traversé l'esprit. Un mélange d'humour noir et de colère rentrée.
Je retarde volontairement mes réponses aux messages, juste pour ne pas avoir l'air trop disponible. Même quand j'ai envie de répondre tout de suite, même quand chaque seconde d'attente me donne envie de prendre mon téléphone et d'écrire, je me force à patienter. 10, 20, parfois 30 minutes. Peu importe la personne. Que ce soit un ami proche, un membre de ma famille, quelqu'un que je fréquente, j'ai fini par me conditionner à toujours attendre. Ce n'est pas parce que je suis occupé. Ce n'est pas par manque de temps. C'est une question d'image. Je veux qu'on pense que j'ai mieux à faire. Que je suis demandé, détaché, difficile à atteindre. Comme si ma valeur augmentait à chaque minute de silence que je laisse traîner. Et le pire, c'est que je déteste ça. Je sais que c'est artificiel, que c'est un petit jeu absurde. Je sais que ça crée de la distance là où il pourrait y avoir de la sincérité. Je pourrais simplement être moi-même, répondre quand j'en ai envie, être spontané. Mais à chaque fois, une petite voix dans ma tête me dit d'attendre. De ne pas paraître trop accroché. De ne pas leur donner ce pouvoir de croire qu'ils comptent trop pour moi. Et tu sais quoi? Le pire, c'est que ça fonctionne. Quand je joue à ce jeu, j'ai l'impression que les gens me respectent davantage. Qu'ils me prennent plus au sérieux. Qu'ils me poursuivent plus que je ne les poursuis. Alors je continue. Je nourris cette mécanique que je méprise, tout en tirant un certain bénéfice tordu. À chaque fois que je suis en réunion, sans exception, j'ai une érection. Ce n'est pas une question d'attirance, je ne pense même pas au sexe. Il ne se passe rien de suggestif. Ça arrive comme ça, sans prévenir, et ça dure, parfois 20, 30 minutes. Parfois ça redescend, puis ça revient quelques minutes plus tard, comme si mon corps avait décidé de m'humilier un peu plus. Le pire, c'est que ça se voit. Vraiment. Je me retrouve là, assis autour de la table avec mes collègues, à essayer de cacher ce qui se passe sous la table. Je bouge le moins possible. Je croise les bras. Je fais semblant de réajuster ma chaise. Tout pour éviter que quelqu'un remarque. Parce que franchement, je n'ai pas besoin d'un dossier RH pour conduite inappropriée alors que mon seul crime est d'avoir un pantalon mal placé au mauvais moment. Ce qui est encore plus étrange, c'est que je suis souvent à moitié endormi en réunion. Je lutte pour rester réveillé, je sens ma tête tomber, je me redresse brusquement, et c'est souvent à ce moment-là que ça commence. Comme si mon corps, privé d'intérêt pour ce qui se dit, activait des fonctions bizarres pour rester vivant. Alors je me demande si ce n'est pas une espèce de réflexe de sommeil, un équivalent du fameux phénomène de l'érection matinale. Peut-être que mon cerveau, entre deux bâillements, envoie des signaux croisés. Genre, bon, on ne fait rien d'intelligent, alors on va lancer le système reproductif, au cas où. Je ne sais pas pourquoi ça m'arrive. Et je déteste que ça arrive. Je n'ai pas envie de vivre ce genre de stress au beau milieu d'un tableau Excel. J'ai juste envie d'assister à une réunion sans devoir négocier mentalement avec mon corps pour qu'il se tienne à carreau. J'ai 19 ans. Mais tout le monde pense que j'en ai au moins 40. Et ce n'est pas une exagération. C'est devenu une réalité quotidienne. J'ai un compte sur les réseaux sociaux où je publie régulièrement, souvent des vidéos où on voit mon visage. Et bien sûr, je vis encore chez mes parents. Ça ne me semblait pas anormal, à mon âge. Mais dans les commentaires, les gens me tombent dessus en mode « Pourquoi un gars de 40 ans vit encore chez ses parents, tu n'as pas honte à ton âge ?» Je leur ai répondu dans une vidéo, j'ai dit clairement que j'avais 19 ans. Mais rien à faire. Les gens continuaient à dire que j'avais l'air d'être dans la quarantaine. Certains disaient 38, d'autres 42. Je ne savais pas s'ils me trollaient ou s'ils étaient sincères. Parfois, l'apparence sur écran peut tromper. La caméra change les visages, la lumière aussi. Alors j'ai voulu en avoir le cœur net. Je suis allé dehors, dans la vraie vie, j'ai parlé à des inconnus, j'ai demandé à des gens croisés dans la rue, d'après vous, j'ai quel âge? Les réponses ont été brutales. 35, 39.
40 plusieurs fois. Et la plus élevée, 45. Je ne m'attendais pas à ça. C'était comme entendre qu'on m'avait volé 2 décennies de jeunesse. Depuis, je me sens complètement perdu. C'est comme si j'étais pris au piège dans une apparence qui ne correspond pas du tout à ce que je suis à l'intérieur. J'ai 19 ans. Je suis encore naïf par moments. Je n'ai pas vécu la moitié de ce que les gens de 40 ans ont traversé. Et pourtant, les autres me regardent comme si j'étais censé déjà tout avoir accompli. Comme si j'étais déjà trop vieux pour certaines choses, pour des rêves, pour des choix. Je n'arrive pas à me faire des amis de mon âge. Ils ne se reconnaissent pas en moi. Ils me regardent avec cette distance, comme s'ils se demandaient ce que je faisais là. Et en même temps, je ne me sens pas à ma place avec les gens plus âgés non plus. Parce que malgré mon apparence, je ne suis pas mature comme eux. Je n'ai pas leur recul, ni leur expérience. Je suis bloqué entre 2 mondes. Et plus le temps passe, plus j'ai cette sensation étrange que mon corps raconte une histoire qui n'est pas la mienne. Comme si je portais un déguisement trop lourd, trop sérieux, qui m'isole de tout le monde. Je ne sais pas comment sortir de ça. Je ne sais même pas s'il y a une issue. Je ne veux pas qu'on me voie seulement comme une apparence. Je veux exister autrement. J'ai vécu en dessous de mes moyens pendant tellement longtemps que j'en ai oublié que je pouvais me permettre des choses, maintenant. J'ai grandi dans la pauvreté. Le genre de situation où chaque euro comptait, où on comparait le prix des patentes de marque et où acheter quelque chose de neuf relevait presque du luxe. Pendant des années, j'ai appris à ne jamais rien gaspiller, à chercher les bons plans, à vivre avec le strict minimum. Et même après avoir décroché un bon boulot il y a 2 ans, j'ai gardé ces réflexes. Comme un automatisme, une sorte de seconde nature. Je continue à faire mes achats dans les friperies, à éviter les restaurants trop chers, à mettre de côté au cas où. Et puis la semaine dernière, un truc tout bête s'est produit. Je me suis acheté une paire de chaussures neuves. Une belle paire, pas en promo, pas d'occasion. Et le plus étrange, c'est que ça n'a rien changé à mon compte bancaire. Aucune angoisse après coup. Comme si j'avais enfin compris que j'avais les moyens de me faire plaisir. Pas tous les jours, mais sans que ce soit un drame. Je pourrais même me permettre de jouer un peu en ligne, comme sur des sites de machines à sous ou de jeux de hasard, juste pour le fun, sans que ça me ruine. Je le sais. Et pourtant, je bloque encore. Je me demande toujours si je devrais. Je culpabilise à l'idée de dépenser pour rien. Même quand l'argent est là, même quand le risque est minime, mon esprit revient toujours à cette vieille peur de manquer. C'est comme si mon cerveau n'avait pas encore compris que ma réalité avait changé. Comme si une partie de moi était restée coincée dans le passé, incapable de croire qu'on peut avoir de la stabilité sans que tout s'écroule d'un coup. Je laisse toujours un pourboire maintenant, et c'est à cause de ce que mon pote a fait chez Papa John. Quand j'étais à la fac, l'un de mes bons amis bossait dans une pizzeria, une franchise Papa John's. Il avait toutes les histoires classiques de l'enfer de la restauration, des clients fous, des livraisons absurdes en pleine nuit, des horaires impossibles, des patrons à cran, des coups de stress à répétition. Rien de très surprenant jusque-là. Mais un jour, il m'a raconté un truc qui m'est resté dans la tête. Et franchement, ça me hante encore un peu aujourd'hui. Il m'a dit que, quand il devait livrer une commande à un client réputé pour être impoli ou qui ne laissait jamais de pourboire, lui et certains collègues ajoutaient un petit bonus à la pizza. Et par bonus, il ne parlait pas d'un supplément fromage. Il parlait de poils pubiens. Au début, j'ai cru que c'était une blague glauque. Je me suis mis à rire nerveusement, en attendant qu'il dise « Je déconne, t'imagines ?» Mais non. Il était parfaitement sérieux. Il m'a même raconté des anecdotes précises. Et surtout, à quel point il trouvait ça hilarant dans la réserve. J'ai été choqué .0 mais aussi, bizarrement très attentif. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais oublié de laisser un pourboire. Même si le service est moyen. Même si le plat arrive en retard.
même si le livreur a l'air de s'en foutre. Je laisse toujours quelque chose. Pas forcément énorme. Mais jamais rien. Parce qu'au fond, ce n'est pas une question de récompenser ou non. C'est une question de survie gustative. Je ne veux pas goûter à la vengeance de quelqu'un qui a passé sa journée à se faire hurler dessus. Honnêtement, vraiment, je pense que j'ai un QI très bas et que j'ai simplement réussi à berner tout le monde autour de moi. Depuis que je suis petit, j'ai toujours eu du mal à me concentrer, même dans les conversations les plus simples. Mon esprit par ailleurs, je décroche. Je ne comprends pas toujours certaines expressions, certains gestes implicites. Et les bruits forts, les lumières vives, ils me font sursauter comme un animal. Littéralement. Je me sens à côté, en décalage. Ma famille, elle, ne voit rien de tout ça. Pour eux, je suis brillant. Incroyablement intelligent, comme ils disent. Ils sont fiers de moi. Ils me félicitent pour mes résultats à l'université, pour mes textes, pour mon parcours. Ils ne voient pas tout ce que ça me coûte. Ils n'ont aucune idée du mal que j'ai à suivre ce que disent mes profs. À quel point chaque cours est une bataille contre moi-même. Ils ne savent pas les nuits blanches, les crises de panique silencieuses, les moments où je lis la même phrase 15 fois sans en comprendre le sens. Je bosse en rédaction de subventions pour survivre. Rien de glorieux. Juste 10 pages de flatterie bien tournées pour obtenir de l'argent. Ma mère me dit que je suis un génie parce que je travaille dans le milieu universitaire. Si seulement elle savait. Si elle savait que je joue un rôle tous les jours. Que je mime ce qu'on attend d'un intellectuel, que je traduis en langage universitaire des choses que je peine moi-même à saisir. Je grimpe, oui. Je monte, sur le papier. Je suis entouré de gens brillants, compétents, sur deux. Et moi, je n'arrive pas à comprendre leurs discussions. Je souris, j'opine, je prends des notes que je relis ensuite avec la sensation d'être un imposteur total. Je me sens comme un enfant déguisé en adulte dans une pièce où tout le monde semble parler une langue étrangère. Je prévois de faire un doctorat. J'ai envie d'y croire. Mais j'ai peur. Peur d'atteindre un point où je ne pourrai plus compenser. Où mon travail acharné ne suffira plus à masquer mes lacunes. Où je serai enfin démasqué. Où quelqu'un dira tout ce que je pense tout bas, tu n'es pas à ta place ici. Et peut-être que c'est ça, le plus épuisant. Ce mélange constant de doute, de peur et de suradaptation. Ce besoin de mériter chaque seconde sa place, dans un monde où on a l'impression de n'avoir aucune légitimité. Je me demande parfois, est-ce que les autres se sentent comme ça aussi? Est-ce qu'eux aussi sont simplement de très bons acteurs? Ou est-ce que je suis seul dans cette illusion? Il m'a fallu jusqu'à il y a 5 ans pour réaliser que les femmes pouvaient être de mauvaises personnes. Pendant toute ma vie, j'ai été utilisé par des femmes. Je passais mon temps à essayer de les protéger, à toujours les croire, à leur accorder le bénéfice du doute. Je pensais que c'était normal, que c'était ça être un homme bien, attentif, respectueux. Mais au final, j'ai fini par me retrouver 6 000 € endetté, seul, après ma dernière relation. C'est là que j'ai compris une chose simple, mais qui m'avait échappé, beaucoup des femmes que j'avais essayé d'aider étaient en réalité des personnes toxiques. Et moi, je ne voulais pas le voir. Parce que je pensais que toutes les femmes étaient forcément bonnes, par essence. Aujourd'hui, j'ai dépassé cette idée. Je comprends enfin que les gens peuvent être bons ou mauvais, indépendamment de leur genre. Que la bonté ou la méchanceté n'ont rien à voir avec être homme ou femme. C'est une question d'individu. Pour être honnête, je viens d'un milieu où j'ai été élevé dans une forte misogynie. J'ai passé des années à rejeter cette vision, à aller à l'extrême opposé, à tenter d'effacer ces préjugés de mon esprit. Mais c'était comme sauter d'une falaise, sans filet. J'ai perdu l'équilibre, je me suis perdu moi-même. Comment on fait pour partir? Je suis avec cette personne depuis environ 15 ans. 15 ans, c'est une vie.
Mais depuis 1 an, tout a changé. Il a commencé à prendre de la drogue. Au début, c'était de la coke de temps en temps, quelque chose de rare. Mais maintenant, c'est devenu pire. Du crack, peut-être même de l'héroïne, je n'en sais rien vraiment. Je l'ai confronté à plusieurs reprises. Argent disparu, objets qui manquent dans la maison, tickets de caisse bizarres. À chaque fois, il me dit qu'il veut de l'aide, qu'il va aller en cure de désintoxication dans 1 jour ou 2. Mais il n'y va jamais. On vient de recevoir les papiers de saisie. La banque va saisir notre maison parce qu'il ne paye plus l'hypothèque. C'est comme si tout s'effondrait autour de moi. La maison a un sous-sol. C'est là qu'il vit maintenant. Il s'enferme dans une pièce du sous-sol. Il n'en sort presque plus, sauf pour manger ou pour ses courses mystérieuses. Je ne sais plus comment gérer cette situation. À quel moment arrive le fameux fond du gouffre? Quand est-ce qu'il prendra enfin conscience de la douleur qu'il cause? Est-ce qu'il la voit, cette souffrance qui ronge tout autour de lui? Ou est-ce qu'il est trop loin, trop enfermé dans son propre enfer pour s'en rendre compte? J'ai presque l'impression de réussir en échouant. Depuis toujours, ma vie professionnelle ressemble à une sorte d'ascension accidentelle. Aujourd'hui, je gagne bien ma vie, un peu plus de 100 000 € par an en travaillant à distance dans la recherche et le développement. Pour être honnête, mon entreprise n'est pas vraiment organisée, il n'y a pas de réels objectifs clairs, et on m'a laissé faire un peu à ma guise. Avec le temps, j'ai perdu tout intérêt pour ce que je fais. Je me suis progressivement désengagé. Maintenant, je fais à peine le minimum, voire moins. Et personne ne semble s'en apercevoir. À chaque entretien, c'est l'éloge. Excellent travail, continuez comme ça. Récemment, j'ai eu une augmentation importante, sans même la demander. Je ne comprends pas comment je peux m'en sortir comme ça. Ce paradoxe me ronge. Chaque jour, je suis envahi par la culpabilité et l'angoisse. Cette sensation que je triche, que je ne mérite pas ce que j'ai. C'est un poids qui m'écrase, et pourtant, il me paralyse aussi. Je n'arrive plus à me motiver. Alors je reste là, assis à mon bureau, attendant que quelqu'un finisse par remarquer, me confronte et me vire. Je sais que beaucoup ont des problèmes bien plus graves. Je sais que ce n'est pas la pire situation qu'on puisse vivre. Mais je me sens seul dans ce sentiment. Je sais que certains vont me détester pour ça. Je rumine tout ce que je dis, parfois des jours après l'avoir dit. Même quand le moment est passé, même quand personne ne semble s'en être soucié, mon cerveau rejoue la scène en boucle, comme si j'avais commis un crime social. Je me retrouve allongé dans mon lit à me demander, pourquoi ai-je dit ça, ou est-ce que j'ai eu l'air bizarre? Parfois, c'est pour des choses anodines, comme répondre « toi aussi » à un serveur. C'est épuisant. Je sais que la plupart des gens oublient vite ou ne se soucient pas de ces petites choses, mais moi, je les ressasse, à chaque fois. Ça devient une sorte de torture mentale, un engrenage dont je ne peux pas sortir. Ce simple échange, ce mot mal placé, devient une montagne dans ma tête, une source d'angoisse et de doute. Je me demande souvent pourquoi mon esprit me fait ça, pourquoi je ne peux pas simplement passer à autre chose. Pourquoi cette petite voix dans ma tête ne me laisse jamais tranquille? Je suis gay, et j'ai rencontré quelqu'un grâce à un jeu en ligne. À cause de ma voix naturellement féminine, il a pensé que j'étais une fille. Par gêne, et aussi parce que je pensais que cette connexion ne mènerait à rien, j'ai joué le jeu et j'ai dit que j'étais une fille. On s'est ajouté sur Discord, on a continué à parler, et petit à petit, on est vraiment tombé amoureux l'un de l'autre. Le problème, c'est que j'utilise des photos d'une amie pour maintenir ce mensonge. Ça fait plus de 2 mois qu'on se parle, et récemment, il a trouvé son vrai compte Facebook, toujours convaincu que c'est moi, la personne avec qui il discute. Je me sens terriblement coupable et effrayé. Et si jamais il lui racontait que quelqu'un utilise ses photos pour leurrer?
Je suis coincé entre l'envie de tout avouer parce que je ne veux pas le perdre, et l'idée que ce serait peut-être plus simple de mettre fin à tout ça discrètement. Je ne sais pas quoi faire. J'ai peur de perdre mon ami, j'ai peur de le perdre lui aussi. Je sais que ce que j'ai fait est mal, profondément mal. Mais j'aimerais pouvoir réparer. Je suis un raté complet et j'ai menti sur absolument tout. J'ai 28 ans, avec seulement un diplôme de fin d'études secondaires. J'ai abandonné l'université, enchaîné quelques petits boulots par-ci par-là, mais je n'ai jamais réussi à garder un emploi stable. Je suis faible d'esprit et menteur compulsif. Je n'ai aucune économie, tout ce que j'ai m'a été offert, et pourtant je n'ai jamais su montrer la moindre reconnaissance. Je viens d'une famille plutôt à l'aise, religieuse et traditionnelle. Ils m'ont tout donné, ils m'ont soutenu autant qu'ils ont pu, m'ont offert toutes les chances possibles. Et malgré tout cela, j'ai été un ingrat qui ne mérite ni leur amour, ni leur soutien, ni leur pardon. Je reconnais qu'en grandissant, j'avais peur de mes parents, tous les deux ont un caractère très fort, ce qui m'a toujours mis mal à l'aise à l'idée de tout leur dire. Mais cela commence à changer petit à petit, à mesure qu'ils deviennent plus doux. À la sortie du lycée, j'étais motivé, j'avais eu des notes correctes et j'étais impatient de découvrir la vie universitaire. J'ai intégré un programme d'A-Level, décision de mon père, et j'ai vite été ramené à la réalité par des résultats médiocres. J'ai terminé avec les notes B, C et D dans les 3 matières que j'avais choisies. Pendant cette période, je n'ai pas su gérer la liberté que j'avais enfin, j'ai séché les cours, je ne me suis pas soucié des études, je me suis contenté de m'amuser avec mes amis. Mes parents ont fini par apprendre que je séchais les cours, ils ont rencontré le conseiller pédagogique du collège et m'ont fait promettre de faire mieux. J'ai promis, mais j'ai échoué. J'ai continué à sécher les cours et j'ai obtenu des résultats moyens. Mes parents ont malgré tout été compréhensifs et m'ont encouragé à faire mieux à l'université. J'ai choisi de faire des études en actuariat sans vraiment me renseigner. J'ai échoué en 2e année, et une fois de plus, mes parents et moi avons rencontré un conseiller. Encore une fois, ils m'ont demandé de faire des efforts, et encore une fois, j'ai promis, et échoué. J'ai recommencé à sécher les cours, je ne m'intéressais plus aux études. Au début, je faisais des efforts, mais à chaque fois que ça devenait difficile, je reculais et retombais dans mes mauvaises habitudes. J'ai encore échoué en 2e année et j'ai décidé d'abandonner. Mes parents tenaient absolument à ce que j'obtienne un diplôme, alors je me suis inscrit dans une autre université pour faire des études de comptabilité. Au début, tout se passait bien, mais j'ai encore échoué à quelques examens en 2e année. Au lieu d'avouer la vérité, j'ai falsifié mes relevés de notes jusqu'à la dernière année pour faire croire à mes parents que j'avais obtenu mon diplôme. J'ai inventé plein d'excuses pour expliquer pourquoi je ne participais pas à la cérémonie de remise des diplômes. J'ai trouvé un travail dans un centre d'appel, mais j'ai menti à mes parents en leur disant que c'était un poste en comptabilité. C'était en août 2023, j'y suis resté presque 1 an avant de démissionner. J'avais prévu de prendre une pause d'1 mois avant de chercher un autre travail, mais cette pause dure encore aujourd'hui. J'ai dépensé toutes mes économies et maintenant je cherche désespérément n'importe quel emploi. Pendant tout ce temps, j'ai menti à tout le monde sur tout. J'ai donné l'image d'une personne qui réussit, qui grimpe les échelons dans son entreprise, alors qu'en réalité je ne suis qu'un imposteur, un menteur, paresseux, sans aucune vision pour l'avenir. Je ne sais pas par où commencer pour sortir de là. Je veux changer, devenir une meilleure personne. Je suppose que tout doit commencer par dire la vérité et arrêter les mensonges, mais je n'ai aucune idée d'où commencer ni comment m'y prendre. J'ai commencé à fumer du cannabis il y a environ 2 ou 3 ans. Au début, c'était juste quelque chose que je faisais le vendredi soir pour me détendre après la semaine de travail. Mais après les infidélités répétées de mon mari, j'ai commencé à l'utiliser comme un moyen d'apaiser mon anxiété et d'engourdir la douleur de la trahison. Je fumais jusqu'à 4 fois par semaine et je fumais aussi du narguilé en même temps. C'était en train de me détruire, surtout mes poumons, car je suis asthmatique. J'étais totalement improductive à la maison, parce que je me réveillais toujours léthargique.
J'arrivais à aller au travail et à remplir mes obligations, mais une fois chez moi, je ne faisais plus rien. En mars dernier, j'ai attrapé un virus respiratoire très sévère, et cela m'a vraiment fait peur. Je n'arrivais plus à respirer correctement, je ne pouvais même pas parler, j'ai cru que mes poumons s'étaient effondrés. Par peur, j'ai complètement arrêté le cannabis. J'ai aussi réduit ma consommation de narguilé, passant de 3 ou 4 fois par semaine à une fois toutes les 2 ou 3 semaines. Mais le cannabis reste un vrai problème pour moi. Mes voisins fument énormément, au moins 3 ou 4 fois par jour. L'odeur ravive immédiatement mes envies. J'ai recommencé à fumer, même si j'essaie de limiter ça à une fois toutes les 2 semaines. Pourtant, j'ai déjà recommencé à fumer une fois par semaine. Je ne veux pas retomber dans les mêmes schémas qu'avant. Il faut que je parvienne à stopper ces envies, surtout quand mes voisins fument autant. J'ai une confession à faire, quelque chose qui me pèse depuis longtemps, et que je ne cesse de ressasser encore et encore. J'étais au Canada, je prenais un train depuis Toronto. En me rendant à mon quai depuis l'Union Station, j'ai vu une jeune femme sans abri, qui n'était pas de ma religion. Elle tenait dans ses bras un petit enfant qui n'arrêtait pas de pleurer, et elle essayait de le calmer. Quand je les ai vus en détresse, j'ai pensé que je devais les aider, leur donner un peu d'argent. J'ai mis la main dans ma poche pour prendre mon portefeuille, mais je n'avais pas d'argent liquide, seulement ma carte de crédit. Je n'avais même pas de monnaie, juste 4 ou 5 pièces de 10 cents. Je voulais lui donner un billet de 20 $, alors je me suis dit que j'allais aller au distributeur automatique le plus proche dans la gare, puis revenir lui donner l'argent. Mais dès que j'ai refermé mon portefeuille et que j'ai levé les yeux vers elle, nos regards se sont croisés. Elle m'a regardé avec des larmes dans les yeux, elle serrait son enfant contre son cœur. Elle pensait que j'allais lui tendre quelque chose. Elle a essayé de sourire, comme si une lueur d'espoir venait de surgir. J'ai senti toute sa détresse, toute sa douleur. Et pourtant, j'ai détourné le regard et je suis parti chercher un distributeur. J'ai cherché longtemps, sans en trouver. J'étais aussi en train d'être en retard pour mon train, alors j'ai fini par l'ignorer et je suis monté à bord. Depuis, je ressens une immense culpabilité. J'aurais dû lui donner quelque chose, même ces quelques pièces de 10 cents que j'avais. Mais j'ai choisi de ne rien faire. J'ai fui comme un lâche. Je n'ai jamais oublié son regard, ce moment où elle a cru que quelqu'un allait enfin l'aider. Et je ne l'ai pas fait. Cela fait 1 mois, et je n'arrête pas d'y penser. Encore et encore. C'est comme si, s'il devait arriver quoi que ce soit à elle ou à son enfant, ce serait de ma faute. Je lutte contre la solitude masculine, et c'est de ma faute. Un peu de contexte est nécessaire. J'ai 31 ans, je suis marié, j'ai des enfants, et d'après tous les critères, je suis exactement là où je devrais être. Je me sens vraiment reconnaissant d'avoir atteint cette étape, avec une famille proche et élargie aimante et soutenante. Mais je n'ai pas de vrais amis, du moins pas des gens de mon âge avec qui je peux vraiment me connecter comme je le voudrais. Avant que ma femme et moi ayons notre fils, j'avais un super groupe d'amis avec qui je m'étais lié pendant mes voyages liés à l'athlétisme universitaire. Quand tout cela s'est terminé et que j'ai dû me concentrer sur mes études, nous nous sommes séparés. J'ai eu du mal à me faire de nouveaux amis parce que je ne voulais pas m'attacher à des gens sachant que je ne poserais pas mes racines là où j'étudiais. Pendant environ 5 à 10 ans, j'ai délibérément évité de me faire de nouveaux amis, car j'estimais que l'attachement n'était pas nécessaire. Maintenant que je suis plus âgé, je réalise à quel point c'était une erreur. Au moins 1 ou 2 fois par semaine, j'ai l'impression qu'il me manque une part de ce que j'avais avant. Je n'ai plus de contact avec personne de l'université, car ma vie a beaucoup changé depuis, et nous n'avons plus les mêmes valeurs qu'à l'époque. Ma solitude masculine est une blessure que je me suis infligée moi-même, à cause de choix de vie et d'un manque d'intérêt pour les liens avec d'autres hommes de mon âge. Ne faites pas comme moi. Mes frères et moi avons ri pendant les funérailles de ma tante. Mes 2 frères, à l'époque, 14, 16 pour moi,
18, et moi étions très immatures, à rire des choses les plus ridicules, sans aucune conscience sociale. Moi, un peu moins, j'essayais de garder mon calme, en disant à mon frère cadet et à mon frère aîné autiste de se taire. J'étais tellement embarrassé et honteux quand c'est arrivé. Pour donner un peu plus de contexte, c'était notre tante du côté paternel, on ne la connaissait pas du tout, elle ne parlait pas anglais, donc on n'avait pas vraiment de relation avec elle. Malgré tout, j'essayais de lui témoigner du respect pendant ses funérailles. Mais mes frères, eux, s'en fichaient complètement. Pendant une prière en groupe, nous trois, qui ne sommes pas religieux, étions assis au fond, silencieux. Je restais calme, les mains sur les genoux, patient. J'entends mes frères glousser, je me retourne et mon frère cadet me montre son téléphone. C'était une vidéo d'un artiste exotique sur scène, et un homme avec un syndrome de Down au bas de la scène qui faisait des gestes avec la langue vers l'artiste. Quand j'ai vu ça, j'ai fermé les yeux et détourné le regard en luttant contre un fou rire. Soudain, cette image m'est revenue en tête et j'ai éclaté de rire. J'ai essayé de cacher ça par une toux, mais ça a juste fait que nous trois avons gloussé et essayé de ne pas rire. Mes frères se chuchotaient des choses absurdes comme « Regarde ce chauve » ou « Je vais lui mettre une claque » en riant encore. Ça ne s'est pas arrêté là, ce n'était que la prière. Pendant les funérailles avec le cercueil ouvert, alors que les gens montaient parler, pleurer, etc., mes frères continuaient à faire des blagues, jusqu'à ce qu'un d'eux éclate de rire, puis se mette la main sur le visage pour faire semblant de pleurer. Mon frère cadet a commencé à le tapoter dans le dos en lui disant que ça irait, ce qui l'a fait pleurer, rire, encore plus. C'était tellement embarrassant, je me sens mal à cause de ça, parce que je ne vais pas mentir, j'ai ri aussi. J'essayais de ne pas le faire, je te jure. Je me suis levé et je suis parti quand mon frère aîné a commencé à pleurer, je ne voulais pas être vu avec eux. Je ne sais pas si les gens ont remarqué, mais j'en suis presque sûr, c'était tellement évident. Mon père ne savait pas, heureusement. Je me sens tellement mal parce que c'était sa sœur. Je lui ai déjà présenté mes condoléances et je l'ai réconforté, c'est du passé. Mais ça me fait encore mal et je voulais juste me confier, je suppose. J'aurais dû en parler il y a longtemps, je porte cette culpabilité depuis plus de 2 ans. Ça me ronge depuis longtemps. Peu m'importe si ça passe inaperçu, j'ai juste besoin de le dire. À l'époque où je faisais du coaching, je connaissais une aînée, je l'appellerais B. C'était une de ces rares personnes qui tenait vraiment à quelque chose. Elle aidait les autres sans rien attendre en retour. Elle nous motivait, donnait des conseils, écoutait. Elle était bien. En même temps, dans ma promotion, il y avait 3 gars, amis d'enfance, famille riche, qui se croyaient au-dessus de tout. Ils faisaient semblant d'être gentils, mais je voyais leur vraie nature. Ils prenaient des photos de B, et d'autres, sans qu'elle le sache. Pas des selfies, pas des photos de groupe. Des photos prises quand la personne ne regardait pas. Des moments privés. Sans aucun consentement. Pour eux, c'était drôle. Ils partageaient ça entre eux comme si c'était du divertissement. Ce n'était pas un accident, c'était une habitude. J'ai encore la nausée quand j'y pense. Ils étaient protégés. De grands noms derrière eux, l'influence de leur famille, même un frère violent dans l'affaire. L'un d'eux se vantait que les problèmes disparaissaient dès que son frère intervenait. Cette peur, elle fonctionnait. Elle faisait taire des gens comme moi. L'un d'eux, avait une petite amie. Il l'a encore. Il la trompe. Il lui ment en face, et je doute qu'elle ait la moindre idée. Juste un autre exemple de la facilité qu'ont certains à blesser les autres et à s'en sortir comme si de rien n'était. B ne l'a jamais su. J'espère qu'elle ne le saura jamais. Mais moi, je savais. Et je n'ai rien dit. J'avais peur, et je regrette ce silence tous les jours. Je ne m'attends pas à ce que ça change quoi que ce soit. Mais peut-être que le dire enfin rend ça réel. Peut-être que c'est déjà ça. Je suis un garçon indien de 18 ans.
J'ai fait l'une des choses les plus stupides de ma vie en classe de 2-2, je suis tombé amoureux d'une fille. Je ne suis pas le garçon le plus beau qu'on puisse trouver, je ne suis même pas dans la moyenne, alors je ne suis pas très doué pour parler aux filles. Mais je n'ai pas pu m'en empêcher. La fille dont je suis tombé amoureux était bien au-dessus de mon niveau, je ne pouvais que rêver d'elle. Au fil des mois, nous sommes devenus plus proches. J'ai appris à connaître sa vie, elle a appris à connaître la mienne. Je suis devenu la personne vers qui elle se tournait quand elle avait besoin de parler, et je ne pouvais pas être plus heureux. Après la fin de ma 2-2, mon père a changé de travail et nous avons déménagé dans une autre ville. J'ai perdu mes amis, ma maison, mais surtout je l'ai perdue, elle. J'ai commencé à préparer un examen et je me suis occupé avec les études, mais je n'ai jamais arrêté de penser à elle. Avec les semaines, on se parlait de moins en moins jusqu'à ne plus se parler du tout. 2 ans ont passé, j'avais tout juste terminé ma terminale quand, un soir à 23 h, j'ai reçu un appel de sa part. Elle venait d'avoir ses résultats de l'examen et m'a appelé pour prendre de mes nouvelles. On a parlé pendant 1 heure ce soir-là et je me suis rendu compte que je retombais amoureux d'elle. Mais cette fois, je suis tombé très fort. J'ai commencé à m'intéresser à tout ce qu'elle aimait, j'attendais ses messages avec impatience. Un jour, alors qu'on discutait vers 1 h du matin, j'ai rassemblé mon courage et je l'ai invitée à sortir. Elle a été surprise, mais elle a fini par accepter. Je n'avais jamais été aussi heureux. J'avais enfin une petite amie, et pas n'importe laquelle, celle à qui j'avais pensé chaque jour depuis 2 ans. Pendant les 2 mois suivants, on s'envoyait des messages tout le temps. Je tombais encore plus amoureux d'elle à chaque conversation. Puis un jour, j'ai reçu un long message. Elle m'y expliquait qu'elle pensait que cette relation ne servait à rien et que tout avait toujours été un peu gênant. Elle a rompu avec moi, et dire que j'étais triste serait un euphémisme. J'ai pleuré pendant des semaines. Je n'ai pas dormi pendant 2 jours. Je ne comprenais pas ce qui avait mal tourné. Je voulais lui écrire, mais toutes mes insécurités accumulées au fil des années me sont revenues d'un coup. Elle avait mis fin à une relation de 2 mois, mais pour moi, je venais de perdre la fille que j'adorais depuis 2 ans. J'ai perdu la seule amie avec qui je pouvais parler librement. Je fais face à tout ça seul. Je n'ai personne à qui parler. Il n'y a personne dans ma vie qui se soucie assez de moi pour écouter ce genre de drame. Je continue à vérifier mon téléphone en espérant qu'elle m'écrira peut-être un jour, mais ce message n'arrive jamais. Je ne sais pas quoi faire. J'ai 19 ans et je recevais beaucoup de punitions quand j'étais enfant, souvent pour des choses très insignifiantes. Mes 2 parents étaient dans la marine, c'est d'ailleurs là qu'ils se sont rencontrés. J'ai des souvenirs de quand j'avais 2 ans, à cette époque mon père ne se mettait pas aussi souvent en colère. Mais en grandissant, les punitions sont devenues de plus en plus fréquentes et pour des raisons de plus en plus petites. Ma mère ne voulait jamais me punir directement, alors elle demandait à mon père de le faire. Il a mangé des pastilles pour la toux, disait-elle, et ensuite je devais aller dehors pendant qu'il me pulvérisait avec le tuyau d'arrosage. Je devais faire 30 exercices dans la boue pendant qu'il me frappait. Si je trébuchais et tombais, j'avais droit à une leçon de morale de 20 minutes. Quand mes 3 petits frères et sœurs sont nés et ont grandi, ils n'ont jamais été punis comme moi. Moi, je faisais des gainages, des squats, je courais sur une piste jusqu'à vomir, alors qu'eux se faisaient parfois pincer s'ils répondaient, et souvent ils s'en sortaient sans rien. Mais à l'époque, je ne me posais pas trop de questions. Récemment, on m'a diagnostiqué plusieurs troubles mentaux, PTSD, schizophrénie, anxiété, dépression et TDAH. Ma copine est un peu contrariée que je n'ai jamais essayé de régler les choses avec mes parents pendant toutes les années où j'ai été avec eux. Je lui ai expliqué que c'était difficile, parce que la peur est profondément ancrée en moi dès qu'il s'agit de mes parents. Je ne sais pas quoi faire. Même aujourd'hui, je me fais encore crier dessus. On me traite de paresseux, alors que j'ai 2 emplois, que je nettoie la maison, que je cuisine le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner pour toute la famille, tout en allant à la fac pour étudier la cuisine, parce que c'est ma passion.
Je suis avec ma femme depuis longtemps. Bientôt 10 ans de mariage, 15 ans en tout. J'ai toujours eu une faible estime de moi, alors j'ai toujours supposé que les femmes avec qui je traînais ne seraient jamais que des amies. Et puis j'ai rencontré quelqu'un. Elle me plaisait physiquement, mais je me suis dit que c'était sans risque. Personne ne pourrait imaginer être attiré par moi pour mon apparence. On s'est vu plusieurs fois, et j'aimais vraiment passer du temps avec elle. C'était comme si on ne retenait rien, comme si on pouvait juste râler sur le monde, sur la vie, et sur les circonstances qui nous avaient réunis. La semaine dernière, je suis allé chez elle. Je n'aurais pas dû. J'ai menti pour pouvoir y aller et c'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais merdé. À un moment, j'ai commencé à souhaiter pouvoir être avec elle. Ce n'était ni possible ni réaliste, mais j'ai quand même menti pour que ça arrive. Elle avait besoin d'aide pour un petit truc, juste aller quelque part, puis elle a dit qu'on pourrait traîner un peu ensemble. On l'a fait. J'avais perdu un ami récemment et je me suis effondré. Elle m'a pris dans ses bras. Puis on s'est assis sur le canapé pour regarder la télé, elle m'a fait à manger, je lui ai montré un portrait que j'avais dessiné d'elle. Elle a pleuré. L'atmosphère a changé. Elle a commencé à fatiguer et est allée se coucher. Elle m'a dit que je pouvais la rejoindre si je voulais. Je l'ai fait, mais je n'ai pas couché avec elle. Cela dit, c'était clair à ce moment-là ce qui se passait. On est resté là un moment, puis on est retourné au salon. Elle s'est blottie contre moi sur le canapé et on a regardé un peu plus de télé. Quand je suis parti, elle m'a embrassé sur la joue et le câlin a duré un peu trop longtemps. Je suis allé directement au bar après, et je me suis complètement détruit. Je me suis senti incroyablement mal. Je sais que je ne peux pas vraiment être avec elle. Maintenant j'ai trahi ma femme, de façon réelle, viscérale. Je crois que si ma femme avait couché avec quelqu'un juste parce qu'elle était saoule, ça m'aurait moins détruit que ce que j'ai fait. Alors, dans ce chaos émotionnel, j'ai décidé de saboter cette relation. Je suis retourné plusieurs fois chez elle, juste pour que ce soit clair que ce n'était pas une bonne idée. Mais à chaque fois, il y avait quelque chose, elle n'allait pas bien, elle avait besoin de réconfort, elle était dépassée. Alors on traînait juste ensemble. Puis j'ai écrit un long message. J'ai tout expliqué. Ce que je ressentais, à quel point les limites étaient devenues floues, que je ne voulais pas être ce genre de type, même si je l'avais été, et surtout que j'étais marié. Je l'avais mentionné une fois, mais je ne sais pas si elle l'avait vraiment intégré. Je voulais juste lui parler, mais depuis que j'ai envoyé ce message, c'est le silence total. Je sais que je l'ai blessé, je sais que je me suis compromis, et je sais que je suis en train de foutre en l'air mon mariage. J'essayais de tout maintenir à flot parce que j'ai enfin trouvé un thérapeute, mais ma santé mentale est vraiment mauvaise en ce moment. J'avais juste besoin de sortir tout ça. Je suis juste une personne brisée qui blesse les autres. Je ne sais pas quoi faire de moi. J'en ai parlé à 2 personnes, et elles m'ont dit de tout enterrer. De ne jamais rien dire à ma femme, et que si jamais elle faisait un faux pas un jour, de me souvenir de ce que j'ai fait. Mais chaque fois que je me regarde dans le miroir, je suis envahi par l'angoisse à cause de ce que j'ai fait. Je suis rempli de haine et je la décharge sur les autres. La majeure partie de ma vie, j'ai été en surpoids. La seule fois où j'ai eu une bonne apparence, c'était lors d'un régime extrême qui a fini par me conduire à une opération digestive. Je ne peux plus digérer correctement la nourriture, j'ai des douleurs chroniques 24 heures sur 24. Malgré tout, il m'a fallu environ 4 ans à vivre en tant que personne en surpoids avant de décider de retourner à ce même régime. Je ressemble bien, mais je me sens mal. Les gens m'aiment à nouveau. Tous ceux qui essaient de te faire croire que le poids n'est pas un problème n'ont évidemment jamais vécu les 2 vies. La différence est énorme. Ce n'est pas impossible de créer une vraie connexion entre égaux, mais la plupart des gens te considèrent comme inférieur. On sent la pitié dégouliner de leur bouche, et ça me remplit de mépris. J'ai traversé 5 ans d'enfer. Je sais que ce n'est la faute de personne, sauf la mienne. J'aurais pu supporter la douleur plus tôt, mais ça fait mal, vraiment mal.
J'ai surmonté une addiction à la drogue et à l'alcool, j'ai perdu du poids, j'ai été opéré et je suis enfin fier de la personne que je vois dans le miroir. Ce n'est juste pour personne, mais le monde n'est pas juste, ni pour toi, ni pour moi. Maintenant que j'ai des gens qui me poursuivent, qui m'admirent ou m'envient, je veux qu'ils ressentent la même douleur que j'ai ressentie. Ça fait du bien, mais ça ronge ce que je suis au plus profond. Je le sais, mais honnêtement, j'ai l'impression que mes émotions sont engourdies maintenant. C'est moi qui pars en pleine nuit sans prévenir, c'est moi qui disparais sans explication. C'est moi qui fais semblant d'être quelqu'un que tu voudrais pour mieux te faire tomber, et je ne sais pas si j'arrêterai un jour. Rien ne me fait me sentir mieux que de savoir que j'ai eu ce pouvoir sur quelqu'un, alors que je pensais être tellement inférieur à cette personne que je ne pouvais même pas la regarder dans les yeux. J'ai ce besoin de voler des choses alors que je sais que c'est mal. Quand j'étais enfant, je vivais avec la famille de mon père. C'était sans doute l'un des pires groupes de personnes qu'on puisse imaginer. Ils mentaient tout le temps sur tout, trichaient, abusaient, volaient, et faisaient des choses bien plus graves qui ne concernent pas ma confession. Ils me volaient constamment mes affaires. Je n'avais pas grand-chose, mes parents n'avaient pas l'argent pour nous acheter des choses. Mais ça faisait partie de ma vie, à longueur de temps. On me volait mes affaires, un petit jouet ou, je m'en souviens parce que c'est absurde, la housse d'un appareil photo pas cher. J'avais l'appareil photo, mais ils m'ont volé la housse, et je les ai toujours vus voler les autres. Le problème, c'est que j'ai eu une enfance difficile avec eux. Ce n'était pas que le vol. Ils me harcelaient et me faisaient sentir que je ne valais rien. Alors j'ai développé ce besoin de voler, d'abord leurs affaires, par vengeance ou parce qu'ils le méritaient. Et ça me faisait ressentir quelque chose, l'adrénaline du moment et l'angoisse d'être pris. Je vais avoir presque 40 ans, et même si je sais que c'est mal, je continue parfois à le faire juste pour ressentir quelque chose. Parfois, je simule des appels téléphoniques juste pour éviter les discussions superficielles avec mes collègues. Je ne suis pas asocial, loin de là. C'est juste que je n'ai pas l'énergie pour le rituel quotidien du « Salut, ça va ? Qu'est-ce que tu as fait ce week-end » Ce genre de conversation, encore et encore, ça peut vite devenir épuisant, surtout quand tu n'as pas vraiment envie de t'ouvrir ou que tu es juste dans ta bulle. Alors parfois, je me promène dans le bureau avec mon téléphone collé à l'oreille, en faisant semblant d'être en communication. Ça m'évite les échanges gênants dans l'ascenseur, ou ces petites discussions forcées près de la machine à café. Ce mois-ci, j'ai dû accumuler une vingtaine d'appels fictifs. Pas une seule fois je ne l'ai regretté. C'est devenu mon petit truc pour préserver mon énergie et mon calme dans un environnement où les bavardages sont omniprésents. Je n'ai jamais eu à forcer les choses. Depuis mes 14 ans, j'ai toujours été celui que les filles regardaient, celui dont on parlait, celui qu'on voulait toucher, avoir, garder. Rien n'était difficile. Je suis né dans une famille aisée, dans un quartier où tout était fait pour qu'on ne manque de rien. Le confort, l'apparence, l'assurance, je les avais tous très tôt. Et avec eux, le pouvoir. À 21 ans, je n'avais jamais connu l'échec avec une femme. Je n'ai jamais eu à courir après qui que ce soit. C'est elle qui venait à moi, toujours plus nombreuse, toujours plus docile. J'ai grandi avec des garçons qui traitaient les femmes comme des objets. Très vite, j'ai fait comme eux. Je les imitais, puis je les ai dépassés. Je n'avais pas besoin de séduire. Il suffisait que je sois là, j'étais leur obsession. Je me suis rendu compte que je pouvais leur faire ce que je voulais. Plus je les traitais mal, plus elles restaient. Je les testais. Je les trompais ouvertement. Je leur mentais, je les dévalorisais, je les manipulais jusqu'à ce qu'elles se sentent chanceuses d'être choisies, même pour quelques heures. Et malgré tout, elles me suppliaient de rester dans ma vie. Certaines savaient parfaitement que je couchais avec d'autres. Elles restaient quand même. Petit à petit, quelque chose en moi s'est transformé. J'ai arrêté de faire semblant. J'ai commencé à pousser les limites.
Je voulais savoir jusqu'où elles iraient pour moi. Jusqu'où elles seraient capables de s'abaisser si je leur ordonnais. Je leur demandais des choses que je n'aurais jamais pu imaginer faire un jour. Je les humiliais. Et elles disaient oui. Elles disaient toujours oui. J'ai commencé à ressentir une sorte d'excitation tordue à voir jusqu'où je pouvais aller. Comme si je contrôlais quelque chose de plus grand que moi. Comme si j'étais au-dessus d'elles. Un soir, j'ai volé de l'argent à une fille avec qui je couchais depuis 2 mois. Elle s'en est rendue compte, elle m'a regardé droit dans les yeux, et elle m'a juste demandé si je comptais revenir le lendemain. J'ai su à ce moment-là que j'avais franchi un point de non-retour. Je ne ressentais plus rien. Plus de remords, plus de gêne. Juste cette certitude écrasante que j'étais devenu quelqu'un d'autre. La chute est arrivée quelques semaines plus tard. C'était une soirée de fin d'année, chez un ami d'une fille que je voyais parfois. L'alcool coulait, la musique était forte, les gens riaient sans vraiment se regarder. À un moment, je me suis affalé sur un canapé. Je me suis endormi là, ivre, détendu, sans aucune crainte. Quand j'ai ouvert les yeux, il faisait encore nuit. Le silence était étrange. La maison semblait vide. J'ai mis quelques secondes à comprendre que tout le monde était parti. Tout le monde sauf 6 filles. Je les connaissais toutes. Elles avaient été dans mon lit, dans mes messages, dans mes mensonges. Elles me fixaient en silence. J'ai souri, croyant à une surprise. Je pensais que j'étais sur le point de vivre le fantasme ultime, jusqu'à ce que l'une d'elles attrape un club de golf et s'avance vers moi sans un mot. J'étais encore un peu groggy, je n'ai pas réagi. Le coup est arrivé brutalement, entre les jambes, avec une force que je n'avais jamais imaginée. La douleur a été immédiate, insupportable, totale. J'ai hurlé et j'ai vomi. Je me suis écroulé par terre, les mains entre les cuisses, tremblant, incapable de respirer correctement. Elle riait. Elle ne semblait pas paniquer. Je crois qu'elle ne s'attendait pas à ce que je perde connaissance. Je me souviens vaguement d'un trajet en voiture. J'étais à moitié conscient, incapable de bouger. Elles m'ont laissé dans un entrepôt désaffecté, un de ceux où on organisait parfois des fêtes illégales. Je me suis réveillé seul, allongé sur un sol sale, avec du vomi séché sur moi et une douleur insoutenable entre les jambes. J'ai réussi à appeler une ambulance. Je ne sais pas comment j'ai trouvé la force, mais je l'ai fait. À l'hôpital, on m'a opéré d'urgence. Ils ont dû me retirer un testicule. Quand je me suis réveillé, ma famille était là. Inquiet. Désemparé. Ils me posaient des questions. J'ai menti. J'ai dit que j'avais eu une bagarre avec un sans-abri. J'ai eu honte. Honte de ce que j'étais devenu. Honte de ce que j'avais provoqué. Depuis ce jour, je ne ressens plus rien. Les filles continuent à me regarder. Elles continuent à me vouloir. Mais moi, je ne peux plus. Je ne peux plus les toucher. Mon désir a disparu. Mon pouvoir aussi. Il ne reste plus que le silence et cette impression que la vie a voulu me donner une leçon. Les 6 filles ont disparu. Elles m'ont bloqué partout. Elles avaient prévu leur coup. Je crois qu'elles en avaient parlé entre elles depuis longtemps. Je ne sais pas si elles voulaient que ça aille aussi loin. Peut-être que oui. Peut-être que non. Je ne les reverrai jamais. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.